Pour mon premier projet immobilier, moi je suis débutant, vaut-il mieux que j'achète un lot isolé, donc un appartement dans une copropriété, ou un immeuble en entier? Donc l'objectif va être tranquillement de venir définir de façon stratégique la différence entre les deux. Ensuite, on va venir évoquer les avantages et les limites. Et pour finir, on reviendra sur, on va appeler ça des signaux d'alerte, j'aime bien appeler ça des red flags. Donc déjà, immeuble de rapport, pourquoi rapport? Parce qu'il va rapporter à un seul propriétaire. Un seul propriétaire détient l'ensemble de l'immeuble et l'ensemble des lots de cet immeuble. Cet immeuble est généralement justement divisé en plusieurs lots. Ça peut être que des logements ou ça peut être des logements avec généralement par exemple un commerce au rez-de-chaussée. Et la principale différence, c'est qu'on a un contrôle total sur l'ensemble de l'immeuble. C'est nous qui prenons l'ensemble des décisions. En appartement locatif, maintenant, souvent nous sommes dans une copropriété, donc à l'intérieur d'un immeuble. Généralement, les décisions sont partagées avec d'autres copropriétaires. Donc nous avons ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Effectivement, vous êtes investisseur, mais peut-être qu'à l'intérieur de cet immeuble, des copropriétaires ont fait des appartements voisins aux vôtres leur résidence principale. Et donc pour eux, la beauté, le confort est peut-être beaucoup plus important que pour vous. Effectivement, vous y vivez pas toute l'année. L'objectif, c'est que ce soit rentable. Alors que pour un copropriétaire qui vit toute l'année, ce n'est pas forcément que ce soit rentable, c'est que ce soit agréable à vivre. D'où la notion de conflit d'intérêt. Ensuite, évidemment, vous avez la perte partielle de contrôle au niveau des décisions. Vous n'êtes pas le seul décisionnaire. Vous ne décidez pas si oui ou non on fait les travaux cette année ou l'an prochain. Vous n'êtes pas maître en réalité de votre trésorerie. Ce n'est pas vous qui allez décider quand est-ce que vous allez pouvoir décaisser de l'argent. Donc en réalité, quels sont les avantages d'un immeuble de rapport? Premièrement, vous faites une économie d'échelle. Effectivement, vous n'avez qu'un seul lot à gérer, donc tous vos déplacements vont converger vers ce même lot. Vous n'avez pas plusieurs destinations, plusieurs localités dans lesquelles il faut vous déplacer au cours de l'année ou au cours du mois pour voir si tout se passe bien. De même, si vous faites appel, par exemple, à des prestataires pour gérer vos investissements, gérer vos locataires, etc., donc littéralement un syndic, l'ensemble de vos lots va être pouvoir géré par un seul et même établissement, ce qui implique directement des économies d'échelle. Pareil pour vos charges courantes, vos maintenances, ou même les négociations au niveau de vos assurances, ou même sur les artisans, par exemple, ils se déplacent une fois pour y réaliser plusieurs travaux, c'est possible. Et évidemment, vous avez une optimisation fiscale qui est beaucoup plus cohérente avec un seul bien qu'avec plusieurs lots. Également, il y a une logique d'engagement. Un projet immobilier reste souvent un projet de plusieurs années. Ça vous engage même quasiment pour toute la vie. Donc, quitte à mettre des efforts, du temps et de l'argent dans un projet, autant maximiser tout cet investissement et le faire converger sur un seul bien. Pourquoi aller s'amuser à penser, à réfléchir, à être préoccupé par 3, 4, 5 lots différents dans des villes ou dans des rues ou dans des quartiers différents quand on peut l'avoir sur une seule et même adresse? Si on est un minimum professionnel, on se rend bien compte de l'intérêt d'avoir tout au même endroit. Et on reviendra sur cette notion dans les limites de l'immeuble de rapport, évidemment, pour nuancer forcément le propos. Troisième avantage, l'investissement est compris. C'est l'un des seuls gros investissements qui est réellement compris par une banque. Et non seulement elle comprend qu'est-ce qu'un immeuble de rapport, mais en plus elle en comprend l'intérêt. Quel est l'intérêt pour vous d'acquérir un immeuble de rapport en tant que particulier ou en tant que professionnel débutant? Pourquoi cette notion de financement et cette notion bancaire est extrêmement importante? On n'est plus en 2018, on n'est plus dans des années de festivités bancaires où finalement le financement était quasiment secondaire parce qu'on le considérait comme acquis et on portait notre attention sur des choses comme la rentabilité. Là, aujourd'hui, le critère numéro un qui fait un investissement rentable, c'est qu'il est finançable. Évidemment, ça se nuance, évidemment, il y a des ratios financiers derrière, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, mais le premier objectif est quand même d'être financé sur ce projet immobilier. Au niveau des limites, maintenant, on en parlait tout à l'heure, effectivement, tout concentré sur une même rue, sur un même quartier, sur une même ville, ou dans une même région ou département, ça pose un problème de diversification. Et non seulement on dépend d'une localité, mais on dépend aussi d'un profil locataire, parce que généralement, une ville a son profil locataire. Il y a des villes avec une part importante de propriétaires. Il y a des villes qui sont plutôt orientées retraite. Il y a des villes qui attirent les jeunes actifs. Il y a des villes qui attirent les jeunes couples. Deuxième limite, et pas des moindres, le ticket d'entrée. Aujourd'hui, il est très compliqué, en dessous de 250 000 euros, de pouvoir acquérir un immeuble de rapport quasiment rénové. On est plutôt sur l'ordre de 250 000, 300 000 hors travaux. Et donc, ceci implique, surtout si c'est votre premier investissement, de venir absorber toute votre capacité d'emprunt. Et donc, pour les plus privilégiés, on va dire, des investisseurs débutants, l'idéal est forcément ce compromis là que je vous ai mis rapidement à l'écran. 2 tiers de sa capacité utilisée pour cet immeuble de rapport et un tiers gardé soit pour saisir d'autres opportunités, soit pour venir diversifier. En tout cas, pour rester prudent sur cette approche de c'est mon premier investissement, j'investis quand même gros, mais si il y a les 1% de chance que ça se passe mal, que j'ai toutes les galères du monde, je puisse quand même un minimum me retourner. Parce que c'est bien ce premier investissement qui va donner le là devant les banquiers. Dernier élément qui va, je l'espère, sortir un petit peu de ce que vous avez pu voir ailleurs et sortir des croyances populaires. J'aime bien analyser ça en termes de signaux d'alerte et en termes de mode. Aujourd'hui, une étude de la BBCE est sortie, 62% des bailleurs privés n'ont qu'un seul bien immobilier, donc c'est-à-dire littéralement ont investi dans un seul appartement. Et donc une réflexion toute simple, toute évidente, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, investir dans un appartement, c'est quasiment faire comme tout le monde. Et généralement, quand on fait comme tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde. Et j'aimerais simplement faire un clin d'œil à Charlie Munger, célèbre investisseur et bras droit de Warren Buffett, qui avait cette fameuse phrase inversée, toujours inversée. Donnez-moi le lieu où je vais mourir, je ne vais simplement tâcher de ne pas y aller. Parce qu'effectivement, il y a 1000 façons de réussir, mais il n'y a généralement pas 1000 façons d'échouer. Donc il s'agit en réalité simplement d'éviter les mauvais choix. Et faire comme tout le monde est un mauvais choix. Donc littéralement, tant qu'on ne fait pas comme tout le monde et qu'on réfléchit un minimum à notre stratégie,
ça devrait relativement bien se passer. Également, quand on pense aux produits à la mode, Pinel, LMNP, Airbnb, etc., studio étudiant, beaucoup d'investisseurs se sont rués dessus. Il y a eu une réelle propagande. Donc, il va falloir imaginer que l'offre bondit littéralement sur ces segments de marché. Donc, sur le long terme, le nombre d'offres similaires vont forcément augmenter. D'autant plus que ces produits à la mode vont venir augmenter le nombre de concurrents sur les affaires. Pour revenir sur des notions un petit peu plus marketing, quand vous ciblez une zone touristique, ne vous attendez pas à un océan bleu. Une zone touristique, c'est la guerre, des coups bas, des prix quasiment tout le temps surévalués et surtout aucun rapport de force. Donc rapidement un schéma assez visuel pour aussi vous rappeler qu'un immeuble de rapport est peut-être excellent sur le papier, mais il implique également un risque forcément élevé de par l'absence de diversification. Plus vite on a ce portefeuille mix, plus vite on a plusieurs biens immobiliers dans des zones, dans des segments de marché différents, mieux on équilibre notre risque, évidemment. Et en plus, si ce n'est pas un immeuble de rapport, mais un appartement qui est le seul dans votre portefeuille, donc forcément à une même localisation, non seulement vous avez un risque élevé, mais un retour sur investissement beaucoup plus faible. Et donc évidemment, le compromis idéal, l'approche de luxe, c'est si vous avez la capacité d'emprunt pour investir dans un immeuble de quelques lots tout au plus, et de pouvoir vous garder une petite partie, une petite porte de sortie. Donc une conclusion très rapide, très simple, évidemment, on part de l'évidence pour revenir à l'évidence, mais en ayant approfondi une réflexion et augmenté son niveau de certitude. Donc l'immeuble de rapport apparaît finalement comme un choix réellement stratégique pour un investisseur ambitieux qui, par extension, doit se professionnaliser. Mais évidemment, ce premier choix n'est qu'une orientation stratégique. Les prochaines étapes doivent être beaucoup plus concrètes. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas de publier un commentaire pour nourrir le débat.